Bon, on attaque les Rémi. Ah ben oui, ma foi. On y va. Bonsoir à toutes et à tous. Donc on est avec Yves et Alain Rémy, et non pas Ada et Yves Rémy. Ça, il faudra nous expliquer pourquoi cette petite inversion. Tout de Tout de suite. suite, vas-y. Parce que Ada et Yves, ça fait Adam et Ève. Et à l'oreille, ça vous va. C'est ridicule. Ouais. Voilà. Donc du coup, tu passes en deuxième. Donc Yves et Ada. Pas de... Alors il y a des gens qui disent quand même, c'est pas normal, la femme au deuxième plan et tout. Ouais, c'est comme ça. Qui est le chef? Voilà. En plus. C'est ça. Oui, on y reviendra aussi sur qui est le chef, moi j'ai mon idée. Donc c'est 50 ans de carrière cette année. Oui. En mai 68, oui. Votre premier ouvrage sort, donc là vous nous l'avez amené voilà. Dans la première édition. Et le soir où on est allé signer chez Julliard, ça pétait au quartier latin, sérieux. Ce qui explique le succès critique de l'œuvre, qui est venu 6 mois après. Le succès critique était là dès le début. C'est les ventes qui n'étaient pas... Non, il n'y a pas eu de... Le premier, c'est Minute en septembre. Minute en plus. Alors, au lycée, c'est moi qui gagate. Dans la boîte de pub, oui, où on travaillait, ils m'ont dit, mais... Ils m'ont pas mis en quarantaine parce qu'ils trouvaient ça quand même un peu idiot, mais Minute. Et alors moi j'étais fière, parce que je connaissais pas Minute, très très fière, parce que l'article était aussi beau que le vôtre, dans un genre différent que le vôtre là. Voilà. Donc j'étais très fière. 15 jours après, Combat. Ouf! Alors là, je suis arrivée, je me suis renseignée, Combat, tu peux y aller. J'ai amené, ça va, hein, bande de cons. Voilà. Non, c'est venu assez tard à cause de mai 68, bien sûr. Sûr, ouais. Et du coup, moi, la question que je me suis posée, mais que je pense que je vous ai jamais posée, en fait, est-ce que quand vous écrivez, quand vous publiez Les Soldats de la Mer, vous avez la sensation, le sentiment d'avoir écrit quelque chose qui va marquer et qui, 50 ans après, sera encore lu et découvert, redécouvert par des gens? Ça, c'est une question pour... Oui, ce qui était le plus surprenant, c'est les éditions successives. Oui, mais ça c'est après. Il te parle de la première. Au moment où le... Non, il faut dire que ça s'est passé en plein d'épisodes. C'est-à-dire que on avait écrit des nouvelles. Et puis on s'était présenté pour avoir les 10 000 francs à la Fondation de la Vocation. On ne les a pas eus, mais ils nous ont dit allez vous faire éditer chez Julliard. Et là ils nous ont dit. Ils nous ont dit, bon, mais ça se vend pas du tout. Le fantastique en France, déjà vous partez battu. En plus des nouvelles, alors là c'est une catastrophe. Vous devriez, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas et tout, mais peut-être, bon, remarquez, on publiera, mais peut-être que. Et puis il a eu l'idée, s'il faut enrober tout ça, on va l'enrober. Il a eu l'idée de la fédération, ce qui fait que on était content des nouvelles séparées, on ne s'est pas vraiment rendu compte que la fédération allait amener... parce que c'est vraiment bidon. Les gens peuvent dire quelle imagination. Non, ça s'est fait en plusieurs fois. Oui, mais le reste l'œuvre en elle-même qui... Non, là c'est... Non, il y a quelque chose en plus. C'est que on a proposé la première nouvelle à l'ORTF. Et un réalisateur de nos amis a dit « Moi, je vais proposer une suite d'une 8 ou 9 nouvelles. Une série, oui. Avec des motifs différents sur le fantastique fantôme, oubir, etc. Tous les habituels clichés. Et il nous avait dit « Mais ce qui est plus génial, c'est que vous devriez garder également oui, il y a plein de militaires. Tous ces militaires qui sont d'époque napoléonienne, vous devriez le garder parce que moi, ça m'intéresse pour les costumes, parce qu'on leur reprendrait toujours les mêmes costumes, ça fait des frais en moins. Et c'est du coup ce qui a lié c'est une contrainte, ça qui vient pas. Et puis ça ne s'est pas fait finalement avec... Et puis après, ils nous ont donné alors avant l'édition, ils nous ont donné un aveugle, comment ça s'appelle? Quelqu'un qui conseille les écrivains? Un agent. Un agent littéraire qui s'appelait Ouvarov
Il était aveugle, mais il était Il était aveugle quand même. Il était aveugle. C'est lui qui avait présenté. C'était Sagan. Sagan. Il avait Sagan dans ses papiers. Ah ouais. Mais alors, il nous a tellement découragés avec le Fantastique qu'un jour, on l'a plus revu, et bye. Revu. Oui. Oui. Oui, en même temps, il était aveugle, il pouvait pas dire ce qu'on voulait. On n'a pas le droit de faire des blagues, hein, sur. Non, mais Attention. non. C'est enregistré. Quand même, quand il est sorti, Christian Bourgois, parce que chez Julliard, au début, c'était Bourgois et Briseville, Qui était qui directeur de étaient collection. les directeurs de cette collection une collection chez Julliard. Et je me souviens que Bourgois, qui était fanat de ce bouquin, nous a dit, bon, vous verrez, là, il ne sait pas, quelques années après, 6 mois après, il ne s'est pas très très bien vendu, mais vous verrez à la 5e édition, les Français comprendront enfin, vous verrez qu'il marchera. Alors malheureusement, c'est lui la 5e. Et comment ça, malheureusement? Ça marche quand même. Ah, Enfin, ça marche ça correctement. marche haute, quoi. Ah, regarde, on est Non. là. Ouais. Ah ben oui, on est là et on en parle. C'était presque trop en avance à l'époque. Ouais. Mais, Un ouais. pionnier, voilà. Ouais. Et donc c'est vrai qu'il y a eu, il est la 5e édition. Et 6e avec le numérique. Pas les mêmes. Pas les mêmes pas le même éditeur. 5 éditeurs différents, ça je reconnais que... Tous les 10-12 ans. Comme Tous les dit- 10-12 ans, ça reparaît. Comme dit Machin, ce qui nous fait une belle jambe, c'est un livre culte, oui tu parles. Heureusement qu'il y avait le cinéma pour nourrir notre Oui. petit... Oui, c'est ça. Ça, du coup, j'allais y venir en fait. Est-ce que vous pouvez juste nous parler en fait de votre toute première rencontre à tous les deux? Parce que c'est 60 ans, c'est 50 ans de carrière, mais c'est 60 ans de mariage cette année. 60 de mariage, oui, Et donc votre le première 24 rencontre. décembre. Alors, elle à Perpignan et moi dans les Vosges, on a eu tous les deux, sans se connaître, l'idée d'aller présenter notre candidature pour rentrer à l'école qui est devenue la FEMIS. Mais c'était qui était l'IDEC. l'IDEC, voilà. L'IDEC. Et Donc on s'est on rencontrés s'est au lycée rencontrés Voltaire, en préparation IDEC. Donc vous aviez quel âge? 17 et 19. Qui est-ce qui a parlé au premier? Tu sais? Tu te Je m'en souviens? souviens pas, mais ça peut être que moi. Parce que c'est toi qui parle, hein, c'est ça. J'avais une piste à quoi là. Donc tu l'as chauffé. Ben, en tout cas, je sais qu'il a été très vite amoureux. Et alors moi, ça a été le frère que j'avais pas eu. Mais j'aurais fait n'importe quoi pour lui. Mais l'idée d'aller plus loin ne m'effleurait pas. Ok. Je me sentais très bien comme j'étais. Et puis un jour, je me suis décidé, quand je me suis dit, c'est vraiment idiot. Il est sympa, il est mignon. Il était mignon. Tout blond, il jouait du saxophone. C'est vrai ça? Et Oui, oui. on a retrouvé la photo de la classe et Ada avait mis pour chacun un petit mot idiot, imbécile ou séduisant. Bon mec, ou- ouais. voilà. Et toi t'avais eu quoi? Et pour moi j'avais Taciturne, et bizarre. bizarre et taciturne. Avec 60 ans de mariage sur Bizarre et Taciturne, c'est pas mal. Ouais. Mais ça a été une photo qui a été prise 15 jours après le début Oui, tu savais pas que ça te menait. Non, puis lui, il était au fond de l'amphi et moi au premier rang. Et, Et le copain qui était à côté de moi a eu les oreillons. Et j'ai dit à Yves, viens te mettre. Non, c'est toi qui viens là-haut. Ah ben non, j'entendrai rien, je suis myope. J'ai dit, ah non, c'est toi qui viens. Alors il est venu au premier rang. Il ne pouvait plus faire l'idiot, il ne pouvait plus écrire ah oui, c'est ça, ses Premièrement, machins. C'est pas pareil. Donc t'écrivais déjà à l'époque. Ouais, Oui, c'est ce que je racontais dans le. Il s'est fait piquer son premier manuscrit. On a eu la chance d'avoir des profs merveilleux, en particulier Jean-Louis Bory. Et toi? Oui, et il est venu à pas de loup derrière moi, puis il m'a retiré de dessous. Là, j'étais en train d'écrire des trucs qui n'avaient rien à voir avec lui. Avec son cours. Son cours était sur le théâtre. Et il a tiré une page, il a vu qu'il y avait tout un manuscrit derrière, il a pris le manuscrit, et alors à la fin de la classe, je suis allé le voir en disant, vous savez, vous qui écrivez, vous savez combien c'est précieux un manuscrit, quand est-ce que vous allez me le rendre? Et il m'a dit, je réfléchis. Et le lendemain, il m'a dit, je suis allé le porter au seuil. À Quérol, À chez Quérol. Alors, j'étais
C'était déjà de la SF ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Je l'ai retrouvé hier. C'était romanesque. Ça s'appelle Les Antémis. Les Tu entends? Et quoi? Les Antémis, ça Oui, s'appelle. oui, ah oui. Je l'ai retrouvé hier. Peut-être que je vais le taper si ça en vaut la peine. Donc c'est manuscrit. Ah oui, oui. C'est- ah, même, Oui, c'est manuscrit. Enfin, oui, c'est Oui, oui. c'est- Ouais, ouais, Ah, donc, ouais. Au vrai sens du terme. ouais, Manus. ah oui, c'est ça, tout Ah, à fait, ouais, donc c'est pas... Ben oui. Il Ah oui, il oui. était pas avec sa machine à écrire au fond de l'amphi. On n'en avait pas à l'époque. Au premier rang. Ah oui, C'est pour ça. Mais non, il était venu me Ah oui, rejoindre. ah oui, donc là, C'est pour ça ta que faute. Boris est arrivé. Donc c'est ta faute s'il s'est fait... Il a l'air prendre. bien. Est-ce qu'il m'écoute, ce garçon? Puis il faut dire également que Boris en guignait 2 ou 3 dans la classe et dont lui. Et, J'ai pas dit que tu étais content et que tu collaborais. et donc 60 ans de mariage, c'est quoi le secret? Le bol. Patience. Donc on a le bol, le patient. Moi, je dirais la chance. La chance, parce que, je veux dire, même si par miracle, bon, tu peux pas ne pas tomber un peu amoureux, tu vois, au bout de, pas de 60 ans, mais bon, mais ça vaut pas la peine. On s'entend bien, on se marre, on se régale, on rigole, on écrit. Pourquoi s'emmerder? Oui, donc en fait vous vous marrez. En Ou fait. alors, bon, salut, là, je préfère, pop, je pars. Non, ça ne s'est jamais. Enfin, lui, il est tellement cachotier. Mais enfin, je veux dire cachotier. On a toujours vécu ensemble, travaillé ensemble, dormi ensemble. Alors, sauf entre 3 et 4 heures du matin. Faut S'il être, avait des insomnies, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais bon. Non, c'est pour ça que je dis c'est le bol, la chance de ne pas avoir eu, je veux dire, ça arrive à tout le monde d'avoir des passions. Oui, mais c'est rare quand il y a une combinaison de tant d'éléments. Parce que là, vous avez quand même tout fait ensemble, quoi. Je C'est crois la qu'on carrière on était très très jeunes et on a eu beaucoup de difficultés également avec ma famille, pas la sienne, qui était adorable, mais avec la mienne. Beaucoup de bâtons dans les roues, on a été fauchés à mort avec le bébé. Donc, alors, Ça vous a soudé? est-ce que ça... Est-ce que ça a bon, aidé? voilà. Non, puis le reste, là, puis peut-être qu'il va raison, il y a un peu de patience parfois. Mais je me souviens pas de disputes. Je me souviens de 2 disputes. En 60 ans? Oui, Pas mal, hein. oui, une fois je t'ai envoyé un potage dans la figure, mais pas le potage avec de l'eau, hein, tu sais, les potages en sachet, plouf! Ah oui. Ok. Il m'a attrapé, il m'a foutu dans C'est du léger. dans Oui. la vieille baignoire. On avait quand même une baignoire dans 22 mètres carrés, et il a ouvert l'eau froide. Voilà. Et la deuxième fois, c'est pas lui, mais à la campagne, on mangeait des sardines. Je me suis énervée, il m'énervait. Paf! Il y en avait plein les murs. Une sardine. Frédéric en garde un souvenir extraordinaire. Tu te souviens, les murs peints à la sardine? 2 engueulades en 60 ans, c'est Oh, pas mal, oui. mémorable. Non, puis là par exemple, c'est elle que je regarde, et toi aussi, pour le Grand Midi, là on se castagne sérieux. Mais castagne, gentil quoi. Oui, parce qu'il voudrait faire, il va être réédité, et donc il voudrait faire plein de corrections que je trouve, si on l'a écrit comme ça, bon, c'est tout. Du coup, c'est parfait comme transition. Votre façon d'écrire à 2. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme dans votre travail, dans votre vie professionnelle avec il est réalisateur, t'es monteuse et c'est un peu ça. C'est le contraire. Ouais. Vas-y toi. Un peu. Dans le cinéma, c'est Ada qui était la réalisatrice et Qui donne le matériau. elle apportait tout le matériel. Et ensuite, j'arrivais et avec elle, on faisait un peu de montage, un peu de découpage et la recherche de la sonorisation. Surtout rechercher lui, les sons. rechercher les musiques. Donc, après qu'elle avait apporté tout le matériel, Matériau. on colle. Oui, c'était du matériau. Les rushs, oui. Oui, bah oui. Et donc là, on avait une collaboration qui était avec la fourniture du travail de tous les rushs que Ada avait tourné. Et en littérature, c'est le contraire.
C'est lui qui C'est commande. toi qui... Ouais, Et moi exactement. qui peaufine, qui prend, qui coupe, qui recolle, qui dit ça va pas. Ça. Et à chaque roman, chaque projet ou à chaque recueil, c'est de la même façon de fonctionner. Ouais, Ça a toujours été, toujours. été comme Pas, ça. pas au début. À part les antémis. Oui, qu'il avait vraiment fait tout seul. Et pas au oui. début parce qu'on n'a jamais eu une idée particulière. Sauf peut-être pour les soldats de la mer où au début on savait ce qu'on devait Oui, faire. ce qu'on Mais devait faire. Ouais. chacune des nouvelles évoque un thème fantastique Mhm. et on ne savait pas du tout où on allait. Et quelquefois même, on ne connaissait pas Oui, l'assassin si je c'était sais pas quoi, il y a Oupire dans le texte. Oui. Non, On ne savait pas Ouais. qui était le vampire dans le tas. Il fallait relire pour savoir si, oh là, il y a une petite... Petit indice. Un petit indice. C'est vrai, hein, Ouais, c'est vrai. c'est très curieux. et du coup, moi, je me suis fait une réflexion il n'y a pas très longtemps. En fait, la guerre est omniprésente dans tout ce que vous avez écrit. Qu'elle soit vraiment au premier plan, comme avec les soldats. Alors ça, c'est mais vraiment aussi, lui. Mais c'est aussi... C'est vraiment partie du complètement décor. lui, parce que les 2 ans, quand on est enfant, ça compte, les 2 ans en moins, et en plus j'étais à Perpignan. Alors, à Perpignan, les Allemands, ils n'étaient pas prêts d'y arriver. Au début. Moi, personnellement, j'ai jamais été Et lui, dans les Vosges. séduit par un roman qui aurait évoqué la guerre ou qui se développerait dans un contexte de guerre. J'en vois pas un seul dans toutes mes lectures qui m'aurait particulièrement incité à réécrire quelque chose dans ce genre. Et en fait, c'est que j'ai eu la chance et la malchance de connaître ce qu'était la guerre, de par qu'on était sous la route des Crêtes dans les Vosges, un petit village qui a été très touché déjà par la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, déjà en 40 et puis encore plus en 45. L'hiver 45-46 a été très dur. Et donc j'ai gardé des souvenirs. Alors j'en ai quelques-uns pour vous évoquer. Par exemple, il y avait ma première image, je me souviens d'une colonne de l'armée française, de petites voitures qui étaient plus ou moins blindées, et à qui on avait donné l'ordre de monter sur la route des Crêtes pour s'opposer à une arrivée des Allemands, des troupes allemandes. Et ils sont montés en chantant plus ou moins, vous allez savoir pourquoi. Et ils ne sont jamais redescendus parce qu'ils ont été cueillis à la route des Crêtes par des panzers qui n'ont fait qu'une bouchée de ces petites voitures qu'ils ont pulvérisées. Rien n'est revenu dans le village, mais il y avait peut-être une trentaine de petits véhicules comme ça. Et alors ça, c'est un souvenir qui m'a blessé. Hein. Et puis, Et les avions. Et puis après, quand il y a eu l'occupation, Ah oui. les Allemands qui ont occupé le pays, c'était des réservistes. C'était des gens de la Feldgendarmerie, c'était des vieux... Des pépés. Oui, c'était à peu près des grands-pères pour nous. Puis alors nous, les gosses, ils les avaient plutôt tendance à nous donner des bonbons ou des trucs comme ça. Et ils n'ont pas du tout évoqué la guerre, et au contraire. Mais quelque temps après est arrivé des fusiliers marins de la Kriegsmarine. Alors là c'était autre chose. Uniformes. Les uniformes fantastiques de la Kriegsmarine, Voilà, avec dans les leurs soldats de la casquettes mer. blanches, les cols noirs, etc. Et là, on s'est dit, voilà, ça, ce sont des soldats. Ça, c'est beau à voir. Et alors, quand ils partaient se baigner, ils partaient en chantant. Ils chantaient toujours Aïli, Aïlo. Et ils partaient, et nous, les petits cousins, on était derrière eux et on imitait les marcheurs. Et on essayait de prendre le même pas et on chantait. Nous aussi, on chantait Aïli, Aïlo, bande de salauds. C'était ridicule. Enfin, Mais il y avait le- des grands cousins. Mais le soir, alors là, les Bonne grands rousse. cousins nous ont dit de petits collaborateurs de 4 ans ou de 5 ans,
Et donc on a pris une rafle, sérieusement. Ça, c'est très proche des soldats, l'attrait des uniformes. Et là, j'aime bien Montsabert. Ah non, de toute façon, j'aimerais bien... Raté Maquisard d'abord. Il a le temps. Hein. Oui. Non, mais en plus, c'est intéressant. Oui, le Maquisard. Il y avait tout à côté de chez nous, un peu plus haut, il y avait un maquis, le maquis de Grosse-Pierre, et ils se sont fait cueillir par les Allemands. Ils ont été tous faits prisonniers, et les Allemands les ont redescendus dans la vallée, derrière des tas d'automitrailleuses et tout ça. Et eux, ils étaient dans des camions, sans ridelles, debout, et ils faisaient des grands signes de croix en traversant le village. Vraiment. Ils n'avaient pas du tout d'illusion sur leur sort. Et d'ailleurs, à peine ils étaient passés sur 200 mètres plus loin, ils étaient tous fusillés. Sauf notre voisin, Monsieur Receveur, qui a échappé miraculeusement. Il s'est réveillé autour de tous les cadavres, la nuit était tombée, il n'y avait plus personne, et il s'est dit, mais j'ai pas été touché, j'ai rien du tout, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a été sauvé. Et tu finis avec mon sabre, ça c'est trop beau, mon sabert. Hein? Si, encore un petit truc. Garde pour la fin. Sur l'aviation, c'était pas mal. Ah ouais. Parce qu'un jour, on a vu des avions qui passaient dans le ciel, mais on ne voyait plus le ciel tellement il y avait d'avions. Ça paraît extravagant. C'était une marée d'avions, des bombardiers et puis des petits chasseurs qui tournaient autour d'eux. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait ça. Et j'ai appris que, par exemple, pour bombarder Nuremberg, les Américains étaient partis avec 700 avions. Alors, ils prenaient sans doute des chemins différents pour arriver sur Nuremberg. Mettons 3 chemins, mais il y avait 200 avions qui passaient là-haut. Et ils ont eu sur 700 avions, ils ont eu 79 bombardiers abattus. Abattus, tu te rends compte, C'est extraordinaire. Et donc, cette marée d'avions, on voyait ça, et puis il passait toujours au-dessus du village, je ne sais pas pourquoi. Un repère, non? Oui, sans doute. Bon, puis après, alors là, c'est sur la fin de la guerre, les Allemands avaient décidé de faire une défense sur la route des Crêtes et de cesser de reculer. Ils avaient reculé sur toute la France, et là, ils s'arrêtaient. Et le général de la Cotassigny, et puis un de ses généraux, qui s'appelait le général Montsabert, que ces hommes appelaient dit Montsabre, ou le boucher, parce qu'il avait la fâcheuse habitude de ne pas du tout tenir compte de la vie de ces hommes, qui étaient tous des Maghrébins d'ailleurs. Et ils étaient sur un côté des montagnes qui entourent mon petit village, et puis les Allemands étaient de l'autre côté. Et ils tiraient à coups de canon les uns sur les autres, si bien qu'on a dû s'enfoncer dans les caves. Et on est resté un mois à peu près dans les caves. Et les canonnades duraient 2-3 minutes, et puis au bout de ça, il y avait une accalmie pour que les gens sortent ils allaient faire leurs besoins dehors. Et nous, on se précipitait dans la cour parce qu'il y avait des tas d'obus qui avaient éclaté, et les éclats d'obus, c'est formidable, c'est très beau, des petits éclats comme ça, on dirait de l'argent. Alors on les ramassait, tout ça. Et voilà. Et au bout d'un certain temps, ça commençait à devenir très dangereux. Ils ont brûlé tous les villages qui étaient autour de Cornimont. Il y avait Gérardmer, il y avait la Bresse. Mais et pas. Nous, on s'attendait à être brûlés également. Et donc les Français ont fait une descente dans le village et ils ont embarqué toute la population pour nous évacuer et nous mettre à l'abri. Et le village n'a pas été brûlé? Non. Alors moi, je prends le relais
pour, dans notre métier, l'importance de la guerre également, hein, puisque nous avons fait énormément de films. Et on faisait des courts-métrages institutionnels pour plein de grosses boîtes. Et un jour, un colonel du fort d'Ivry, qui est le service cinéma des armées, où il avait été d'ailleurs, a vu un de mes films. Je dis mais parce que c'est important, parce qu'à l'époque il ne signait pas avec moi parce qu'il avait son boulot et tout. Et on voulait voir si le cinéma marcherait bien pour s'y mettre tous les deux complètement. Et ce mec a été ébloui à l'idée de commander à une femme un film sur l'armée de l'air. Alors il y tenait, hein, vraiment. Et on était très très pris. Il a dit mais c'est pas grave, je vous appelle dans 6 mois. Il m'a appelé, on a fait ce premier film. Ensuite on a fait la marine, enfin bon. Et au bout de quelques temps, on a eu la chance qu'on nous... Alors, bien entendu, on tournait un peu, mais également il y avait beaucoup d'archives filmées et photographiées. Et au bout de quelques temps, quelqu'un au Fort d'Ivry nous a commandé un film sur les reporters de guerre, que donc on a appelé les soldats de la mémoire. De l'image. Non, de la mémoire. C'est celui-là. Oui. D'abord les soldats de la mémoire. Donc on a fait toute une série pour la télévision sur les reporters de guerre. Ensuite on a fait également un film sur l'Indochine avec une partie qui était un making-of de... La première partie c'était la guerre d'Indochine, la deuxième partie c'était un making-of de Schandorfer, de Dien Bien Phu, où on a fait des rapprochements d'images entre Dien Bien Phu filmé en fiction par Schandorfer et les plans qu'il avait tournés quand il faisait son service militaire au service cinéma des armées. C'est étonnant les rapports, hein, très très curieux. Voilà, et donc on a fait beaucoup, et puis bon, ça a été toute la fin de notre carrière, et c'était épatant parce qu'on avait autant au début, il fallait faire des lettres, alors qu'on était réalisateur. Il fallait faire des lettres pour dire on voudrait des documents sur la guerre d'Algérie, sur ça, sur ça. Oui, mais quoi exactement et tout. Mais au bout de quelques temps, on avait les arts. On faisait ce qu'on Ils nous ont confié pratiquement les clés de leur cinémathèque complètement. Qui était interdite. Oui. Et alors nous, on avait une armoire dans notre salle de montage attitrée. Hein, et dans cette armoire, il y avait tout. Alors c'est Yves qui était hyper calé en histoire, contrairement à moi, et qui donc il dépiotait tout ça, et ça nous a permis de faire énormément de films d'archives, de se régaler. Et du coup, c'est ce qui a abouti. Voilà. Et alors tout d'un coup, ils se sont dit, mais on pourrait leur demander, il ne faut pas oublier quand même qu'ils écrivent, de faire un condensé de leurs films sur les reporters de guerre. Ça, c'est une image de la guerre d'Indochine française. À propos de ça, il paraît qu'elle est... Kappa. Kappa, oui, mais il paraît qu'elle est fausse. Hein. Celle-là aussi? Mais je crois. Hein, je crois qu'on le dit. Je sais que c'est Kappa, bien sûr. C'est-à-dire fausse. Non, c'est pas Kappa. Hein. Si. Non, ce n'est pas Kappa. Ah bon? Non, c'est Kappa qui est accusé d'avoir provoqué l'image. Mais là, ça, c'est une véritable photo, hein, authentique. Et du coup, c'est vraiment à la fin de votre parcours là-dessus? Oui, parce qu'on avait dit, bon, on abandonne, parce que le problème, c'est que moi, je montais nos films, je trouvais ça formidable de monter. Yves faisait le son et les bruitages avec l'auditorium du fort, qui a ils font des films magnifiques. Et on en a eu marre parce que la vidéo est arrivée et que nous on montait en cinéma. Alors au début monter en vidéo ça allait à peu près, mais tout d'un coup il y a eu des machines qui s'appelaient Avid par exemple. Bon, ça ne m'intéressait plus du tout de mettre, déjà on avait quand même, il y a presque 20 ans de ça, pas tout à fait. Ça ne m'amusait pas du tout de me mettre à ce machin informatique. Alors le monteur il disait je vais aller au marché. Alors il regardait rapidement, je dis mais attends, tu vois, la troisième prise, tu n'as même pas été jusqu'au bout, c'est peut-être la meilleure. Mais non. Alors, on souffrait tellement qu'on a dit on ne veut plus. Alors du coup ils nous ont commandé ça, qui a été un... Non, le dernier film qu'on a fait, qui n'est jamais sorti, c'était l'histoire des essais nucléaires français.
Ok. qui nous ont permis d'aller à Mururoa Oui. et surtout à Fangatofa, la petite île, le petit atoll où il y avait eu la première bombe à hydrogène. Et voilà, on a fait, et juste après ça. Donc vous avez beaucoup voyagé pour tous ces films-là? Non, on a voyagé que pour le... Enfin, si, je me trompe. Le premier, pour l'armée de l'air, on est allé dans toutes les bases aériennes, depuis les tout jeunes jusqu'aux plus importants. Et donc là, on a réellement tourné, il n'y avait pas d'archives. Pour la marine, on est allé dans un sous-marin, on est allé sur le Clémenceau, souvenir inoubliable, la seule femme sur le Clémenceau, heureusement que j'avais réussi à l'amener. Ouh, c'est dur, hein. Et le sous-marin, vous êtes resté combien de temps? Le sous-marin, en plus j'avais une fracture, je ne sais plus lequel celui-là, et j'ai souffert. Ouh là là, ce claustro. Une fracture que tu avais attrapé où ça? Ah oui, avec les fusiliers marins de Marseille, là, Ouais. qui m'avaient fait escalader un truc, m'avaient pété le poignet, Et carrément. combien de temps vous êtes resté Dans le sous-marin, oh, je sais pas, 3 jours. 3 jours, mais du coup, 3 pour jours. quelqu'un de claustro, c'est... L'horreur. Le Clémenceau, c'était plus rigolo. Sauf que j'ai failli me faire virer. Hein, Ouais. parce qu'on avait... Yves s'était mis dans la tête que le générique serait sur un plan comme le film. Il y a eu un grand film américain sur l'armée de l'air. Oh. Mais hyper connu. Bon, enfin, peu importe. Et donc, dans ce film, il y avait... La caméra suivait la coque du Avion. porte-avions. Merci. Et après, monter tout doucement. Et quand il arrivait en haut, on ne savait pas ce que c'était. Quand il arrivait en haut, pouf, il y a un avion qui décollait. Il fallait faire ça en hélico. Alors on a répété surtout. Mon opérateur me disait, je veux bien, mais bon. Et donc on a tourné un plan, pas coup de sifflet, j'en sais rien, mais par la radio, pilote, machin, reposez-vous, le pacha veut voir Madame Rémy. Et là il m'a dit, et heureusement le plan était magnifique et réussi. Oui, mais on n'en a pas fait deux. Vous ne pouviez pas grâce à ses yeux. Il avait raison, parce que quand on arrivait en hélico, l'avion partait. Il aurait été un tout petit peu dévié, l'hélico dans lequel on était se retrouvait dans la flotte à 200 mètres. Et alors je me souviens, il m'a dit, Madame, je ne comprends pas comment, je ne sais plus, personne ne ferait ça. Qu'est-ce qu'il m'a raconté, un truc? Même pas, enfin, je sais pas, il m'a dit un truc, même pas un de mes hommes. Je dis pourtant, vous savez, une femme qui travaille, c'est un homme comme un autre. Il m'a dit, il faudrait mieux que vous partiez tout de suite. Vous continuez votre tournage sur le bateau, très bien, mais terminez l'hélicoptère. C'était la bonne prise. Une prise, elle était belle. Et on aurait pu faire mieux. Tu vois. Parce que les avions, quand ils décollent juste, ils mettent plein gaz et un souffle terrible qui voilà, donc là, c'était le danger pour l'hélicoptère. Sinon, pour l'armée, non, aussi évidemment le dernier, les essais nucléaires. Là, on est allé en Polynésie. Et, au moment du démantèlement, c'est-à-dire c'était fini. Là, et ce sont des documentaires qu'on peut voir, excusez-moi. C'est maintenant. Ça, c'est au sein de l'armée. Non, ils voulaient le passer, ils avaient un accord pour le passer sur TF1. Oh, ben ils sont ah oui, non, le dernier, oui. Mais on n'avait pas suffisamment caché les choses, on les montrait. Ils ont fait des essais qui étaient ratés en particulier. C'était pas oui, non, c'est pas pour ça. Oui, c'est le nouveau patron du CIRPA qui a dit. Mais sinon, l'autre, il était tout à fait d'accord. Par contre, qu'on remette en question. Non, mais on a eu beaucoup de chance parce qu'on a réussi à bosser pour l'armée sans. Je me souviens, pour l'Indochine, ils nous ont fait enlever
une histoire de pâte au gaz, je sais pas quoi. Et alors, sale guerre. Alors on dit, attendez, mais tout le monde disait la sale guerre à l'époque. Bon, allez, d'accord. On a eu beaucoup de chance et de liberté. Mais il faut dire qu'on leur flanquait des trucs lyriques, entre les illustrations sonores, les commentaires, alors ils gobaient tout ça. Je vous ai fait lire 2 ouvrages qui sont absolument inconnus Au bataillon. En France, au bataillon, parce que c'est pas de la fiction déjà. Non. Et Alors donc ça c'est... Alors, le Mozart, j'en ai plus, c'est parti à Perpignan, en français je veux dire. Oui, Le Mozart, il était pour Hachette, une collection de musique. Mon père était musicologue et critique musical et il nous a commandé ça. Et il avait Hachette musique, ou je ne sais plus comment ça s'appelait en France, et Espasa Alpes en Espagne. C'est le Brahms n'est sorti qu'en espagnol, enfin, en espagnol, en finnois. Vous l'avez jamais sorti en français? Jamais. Hachette n'a pas voulu, je ne sais pas pourquoi. Okay. Et le Mozart est sorti dans plein de... Mais grâce à Espasa Alpes. Parce que là, mon père avait eu la commande à Paris, chez Hachette, et comme il en faisait plein, il n'avait plus le courage. Et du coup, c'était vraiment 2 ouvrages de commande. C'était de commande. C'est des domaines où vous y connaissiez, ou vous avez... On aime la musique, j'allais dire comme tout le monde. Oui, enfin, je suis pas... pas toi. Moi, non, mais je suis pas capable de faire un essai sur Mozart. Ah bon? Non. Non, vraiment. Ah non, mais attends. Vaut mieux. Hein. Mais attends, on l'a pas inventé non plus. Mais comment vous avez travaillé là-dessus? On a lu des tonnes de films, de livres pour se familiariser. Et mon père faisait les... Je crois que j'en avais lu. J'ai lu, je crois, 80 ouvrages sur Mozart. Okay. Mais il ne fallait pas imiter, mais il fallait être calé. Ouais, et il fallait pouvoir faire une synthèse. Oui, parce que c'est des tout petits, petits livres, hein, ça fait... Et là, il n'y a pas les photos. Dans le truc français de Mozart, il y a quelques photos et des illustrations musicales que faisait mon père, parce qu'on était incapables, évidemment. Donc lui, il travaillait dans quelle maison? Il était musicologue, il écrivait... Quelle maison? Quelle maison d'édition? Plein. Mais en France, les petites là, c'était Hachette. Et en Espagne, Espasa Alpes, qui est une très grosse maison d'édition madrilène. Okay. Voilà. Et c'est passionnant, hein, de Brahms, un peu moins, pourtant il est rigolo, mais Brahms, il a eu une vie réglée comme du papier à musique. Oh là là, tous les ans en mai, il partait en Italie. Il y faisait ça et ça. Il revenait. C'est pas marrant, hein. À part les chaussettes. Il avait des grosses chaussettes, chaussettes Brahms. Oui, oui, pareil. Alors on avait insisté sur les chaussettes brahmsiennes, son amour pour Clara évidemment. Non mais sinon c'était... Alors que Mozart, on s'est tellement, comment ça s'appelle, investi, qu'un jour ma mère m'appelle et elle me dit ça va. Je dis oh, écoute, il pleut sur Vienne, mais alors... Elle me dit attends, qu'est-ce que tu dis? Je dis il pleut. Ah non, sur Paris, pardon. J'étais vraiment... complètement. Hein. Bon, on a pleuré quand il est mort. Son enterrement est tellement sordide. Ouais. Enfin voilà, on n'est jamais allé plus loin que ces deux-là. Oui, c'est ça, il n'y avait pas d'autre... du coup, comme Brahms n'a jamais été publié en France, ça n'a pas amené vers autre chose. Ben non. Non. Et du coup, maintenant, les prochains projets? À part le Grand Midi. C'est déjà bien. Donc réédition du Grand Midi. Réédition du Grand Midi qu'on corrige parce qu'est-ce qu'il y a comme bêtise. Je ne comprends pas que Bourgois ait laissé passer... Il y a de temps en temps, mais des trucs qui se contredisent d'une phrase à l'autre, je sais pas. Pourtant, il a eu du succès, ce livre. Mais c'était le seul qui a été édité qu'une seule fois. Il n'y a jamais eu de reprise en poche. Jamais, ni poche, ni rien. Donc là, c'est le visage vert qui s'y colle. Voilà. Et puis sinon, quand on aura fini ça, des nouvelles. Nouvelles de fantômes? Recueil, non, pas forcément. On va te soumettre 2 recueils. Il y avait bien des histoires de fantômes.
Oui, il y en a. Ah, Il y en a. Oh oui, il y en a deux. Il y en a 2 ou Mais 3 non, même. la plus grande partie de ce recueil sera des nouvelles fantastiques. Il n'y aura pas beaucoup de science-fiction. Un ou deux passages, c'est tout. Mais Oui, puis il y en a qui sont ni fantastique ni science-fiction, qu'on va peut-être reprendre. Parce qu'on en a plein qui ont été ou abandonnés, ou inaboutis, ou donc on va mettre de l'ordre, c'est tout. c'est de bien. Ça suffit amplement. Donc du coup là aujourd'hui il y a 4 recueils disponibles chez Dystopia, Voilà. enfin recueil et roman. Voilà. Un 5e donc à venir. Il y a de l'actu après 50 ans de carrière en fait. C'est classe. Ben oui. c'est pas énorme. Content? Ouais, ben oui, je suis ravi, Intérêt. bien sûr. Oui. Ah oui, ben oui. Et grâce à toi, c'est lui qui nous a sortis de notre torpeur. On continue à écrire, C'est mais... à cause de vous, si vous n'aviez pas fait Les Soldats de la Mer et... Bonjour, je m'appelle Xavier Ah Vernet. Moque-toi. Non mais Est-ce que je peux vous rencontrer? c'était mon Vous pire, seriez- mon pire appel téléphonique de ma vie, je pense. Ben, parce J'étais que, honteux. Voilà, je voudrais, vous seriez pas contre une réédition de Soldats de la Mer? Ah, je ne lui ai pas dit, mais ça va pas, mais quand vous voulez, mais arrivez. C'est ça, j'avais un appel le lendemain. J'ai pas osé. Salut, c'est Anna. Voilà. On continue à écrire, mais bon, pas être édité. Ah, c'est celui-là, là, le prophète et le vizir, ça avait C'était été notre- refusé. Le tout premier, ouais. Ouais. Ça, c'était l'un des tout premiers textes que vous m'aviez donné en fait. Il y avait 2 autres nouvelles. 2 autres. Qui oui. avaient la même. Oui, un petit peu sur le c'était temps. Sur le temps, la préscience. Voilà. Et sauf que les deux étaient vraiment pas liés là. On avait vraiment. Mais c'était pour ça que j'avais Voilà, fait ça ouais, comme ouais, ça. ouais. C'est que les 2 textes là. Et là, ça avait été refusé, ça. C'est étrange. Et les deux autres nouvelles, qui moi me paraissent moins bonnes que celles-là, avaient déjà été éditées plusieurs fois. Oui. En revue. Mais en c'est-à-dire reprise. que l'édition du Fleuve Noir, hein, il a pris plein de choses. Oui. Et L'omnibus, le petit omnibus Voilà. avec le soldat de la mer plus des nouvelles. il y avait même la pièce radiophonique. Pièce radiophonique, ouais. Ouais. Mais il a fait une Ouais. pièce radiophonique Radio France. Ouais. Le colporteur de bruit. Oui, colporteur de bruit. Qui est chouette aussi ça. Ça, je sais pas si on pourrait, je sais pas comment le faire pour. Parce qu'il existe, moi j'avais récupéré le CD. On l'avait demandé à Radio France. On peut également l'éditer comme ça. Hein. Oui, mais Ah ouais. parce que c'est à écouter, c'était super bien aussi. Oh, bah oui. Je sais pas comment ça se passe, ça faudrait qu'on voit aussi. Ouais, mais c'est le sujet, comment- hein, c'est comment ça se passe, quelqu'un qui vend des bruits sur les marchés. Alors là, il y a des bruits de l'armée. Ouais, on y revient. Là, il y en a. On y revient aussi, ouais. Il y en a, oui. Ah oui, Il y avait qui comme les comédien? sirènes, Il y avait- les avions. Je me souviens de Claude Creton, qui était tout Michel. jeune, Michel, Michel Creton, ouais, c'est tout ça. jeune, Tout à fait, mais c'était lui que je me souviens. tout jeune, qui est un des aides. Et Les autres, je me souviens plus. lui, le colporteur, c'était un remarquable acteur de théâtre. Oh. Comment il s'appelait? Ça paraît Un vraiment mec très connu dans le théâtre. Ouais, mais le résultat. Son nom Ouais. m'échappe maintenant. Non, c'est pas grave. Bon, bah merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Au niveau de l'écriture, comment vous y prenez-vous? Enfin, à l'époque où vous écriviez beaucoup, est-ce que vous aviez une discipline, c'était tous les jours, etc. Et puis comment vous viennent les idées? Est-ce que vous étiez par rapport à ce que vous viviez à votre vécu, ou est-ce que c'est totalement cloisonné et différent? Vas-y. D'abord, juste un truc, c'est que on avait un métier. Donc Oui, c'est ça. la Donc, discipline, pendant que vous étiez le week-end, au niveau le des armées, soir, pendant que vous travailliez pour les armées, Ah, vous c'est après, écriviez ça. si peu. Si. pas beaucoup. Pas On, beaucoup. on C'est travaillait après. le soir en rentrant. Moi j'étais monteuse, lui travaillait dans la pub, C'est une avant sacrée l'armée, hein, journée avant aussi. la réalisation. Oui. Ouais. Moi, à un moment donné, j'ai quitté la boîte où je travaillais. Je travaillais chez Havas et je les ai quittés pour me consacrer un peu plus à la littérature. Et je m'occupais également de notre fille, notre gamine, Du repas, des repas. Oui, c'est ça. Et donc, puis, c'est et puis à beaucoup. telle heure, je commençais à écrire. Et à 7 heures du soir,
Ada rentrait de son travail. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Écrit, et on se remettait ensemble. Et j'ai tenu pendant 2 ans, je crois. Oh, même pas. Même Oui. pas. Oui, c'est beaucoup, oui. Oh, c'était Et un jour, il a pu infernal. venir travailler avec moi. Infernal. Il a dit ah oui, je vais être en vacances. Ah oui. Et j'ai été pendant longtemps. D'autant plus que ça ne marchait pas du tout. Nous, on était persuadés. On avait eu des petites commandes. Oui. Mademoiselle Ashtendre, par exemple. Mais tu vois. oui, tout à fait. Oui, mais qui nous rapportait rien du tout. Oui, j'imagine. Oui, Donc, c'était- fallait quand même Mais vivre. C'était pas possible de professionnaliser par l'écriture et de vivre de l'écriture. Mais on s'en est rendu compte quand il s'est arrêté, parce que vraiment, il bossait. Hein. Oui. Et La radio, par exemple, on nous a demandé d'écrire une 2e pièce radiophonique, mais on n'a pas pu tenir le coup de travailler. Oui. De travailler. C'était un travail prenant, comme on travaillait déjà dans la publicité. C'était pas. Ah oui, oui, oui. Ici, Oui, même, au déjà, niveau de la oui. créativité, des idées, Voilà. etc. oui, non, c'était difficile, effectivement. Ben oui. Et qu'est-ce qui vous a amené vers ce que j'appellerais, pour mettre un mot dessus, la science-fiction? Le thème, par exemple, de la Maison du Cygne, moins le côté guerre qu'on retrouve dans Les Soldats de la mer, mais C'est le seul hein, qui soit science-fiction. oui, c'est ça. Le reste, Et c'est- qu'est-ce qui vous a amené? Rien de Ça, c'est particulier? toi hein, qui a beaucoup aimé la science-fiction au début. D'accord. Oui. Et c'était pas par rapport à ça. Mais les critiques, lorsqu'est sorti Les Soldats de la mer, certains critiques comme Jean Arclin ont dit c'est quand même un roman fantastique, mais il est largement touché par la science-fiction. Parce qu'en plus, le thème général était un thème. Mais la dernière nouvelle, Oui, oui. le Mais reste, c'est les oui. thèmes du fantastique. Et quand on a sorti La Maison du Cygne, Oui. il y a exactement le contraire. Les gens ont dit oh, c'est fantastique, mais c'est surtout de la science-fiction. Teinté Ouais, de et fantastique. après, les classifications. Alors, vous disiez pourquoi la science-fiction. Moi, j'ai jamais été fana, malgré la bibliothèque qu'on a. Mais Yves, quand on était à Voltaire, a commencé à en avoir pas mal. Et puis tout d'un coup, on a, et c'est pas de la blague, on a découvert Borges. Et à partir de C'est ce ça, moment-là, les alors, tranches. on a acheté fantastique. C'est pas du pipeau, c'est vrai. Ils font un numéro, je peux le dire, hein, Oui, bien sûr. sur des écrivains donc, qu'ils ont interviewés déjà pour leur 50e numéro. C'est ça. Et donc ils ont interrogé quel est le livre qui vous a marqué dans votre vie et ou qui a fait. Et c'est vraiment fiction. Le premier bouquin qu'on a trouvé de quelqu'un, je ne sais pas Qui vous a touché. Borges. Et Oh, c'était comment il s'appelle Pranado. qui c'est qui a sorti. Oh, c'est pas vrai. Bon. Qui c'est qui a édité Borges, le premier fiction? Caillois Hein? C'est pas Caillois non Caillois. Oui, c'est Caillois. Caillois. Et alors là, ça a été une révélation vraiment complètement, ce style, tout, vraiment. Et alors là, on a quand même continué à acheter un peu de science-fiction, mais surtout à faire une grosse bibliothèque de fantastique. Oui. c'est ça. Léo Perutz aussi. Hein? Léo Perutz aussi. Vous a... Perutz, et... Et Ah oui. ouais. Le Oui, cavalier oui. suédois, il y a, Ah il y a- ouais. il y a- Oui, oui. Ben ouais. il y a une filiation. Mais enfin, c'est vraiment ce bouquin-là qui a été une révélation pour nous. Et tous les deux en même temps, vous l'avez lu vraiment Oh ben oui, parce qu'on était, C'était- on était déjà ensemble complètement. Même au lycée, on était ensemble. C'était pas On couchait obligé, pas ensemble, mais on était. c'était pas obligé de lire les livres en même temps, au même moment. Non, mais celui-là, oui. Celui-là, oui. Oh ben oui. Quand on découvre que maintenant, il lit pas beaucoup, c'est dommage. On ne peut pas lire une nuit alors que j'aimerais tellement qu'il le lise. Mais là, t'en as pour un an. À raison de 2 pages par jour. Passion, c'est humour alors. C'est clair. Question. Voilà. Et moi, je voulais savoir comment vous avez travaillé pour la réédition de La Maison du Cygne. Parce que vous avez quand même. Enfin, il y a
Un changements, bout de- enfin pas des... Je vais trembler d'ailleurs qu'il Ouais. râle. Moi, Parce je que voulais nous, savoir- quand on reprend quelque chose, alors là, on le reprend. Ouais. Revu et corrigé, c'est pas du pipeau, hein. Moi, je vous laisse faire. Moi. Vas-y. Ouais, il y avait déjà un petit quelque chose que vous aviez gommé et qui pour nous était important, c'est que la petite héroïne donne rendez-vous finalement dans une école onusienne à notre héros. Et on se dit avec l'amour, elle va peut-être récupérer la liberté de ce garçon, de le remettre dans le juste. Oui, pour être un vrai aiglon. Enfin, Oui. pour, Non, pas pour être un aiglon, mais pour être dans la vie, un cygne. Elle un veut le signe. Mon récupérer. Dieu, que je suis bête, un signe, évidemment. Voilà. Et donc, il y avait ça. Et puis également, entre la rivalité des aiglons et des cygnes, je pensais qu'il y avait, la première fois, pratiquement toutes les tentatives des aiglons étaient démolies. Et on a trouvé que finalement, c'était plus facile de les faire douter à chaque fois qu'ils intervenaient, douter de la... Oui, c'est difficile à expliquer, mais il y a de quoi. C'est-à-dire que moi, Ouais. au début, dans l'autre bouquin, c'était ils rencontraient un double d'eux-mêmes, bon, hein, qui finalement, ils arrivaient à vaincre. Bon. Et puis finalement, dans cette nouvelle version, on laisse quand même entendre que bon, quelquefois, c'est un double vite éliminé qui est un petit aiglon sans grand intérêt, mais que la Maison de l'Aigle fait quand même des vrais qui sont là pour battre. Donc il y a une ambiguïté. Est-ce qu'ils ont vraiment confronté à des garçons qui sont contre eux, ou est-ce que ce sont simplement leur propre projection Normalement, on a laissé un doute. Non? C'est difficile à dire parce que moi, comme j'ai lu les deux versions, Eh ben je oui. ne les ai pas comparées page à page non Ah plus. bon, non. Donc, Mais oui, c'est ça. Mais non, j'ai pas, pour moi, c'était vraiment des doubles en fait. Mais j'avais peut-être déjà l'a priori de la première version en fait. Voilà, donc, et sur la fin, il n'y avait pas dans la première version, il y avait pas elle lui donnait pas rendez-vous dans l'école de l'ONU déjà. Si. D'accord. Si. Ouais. Dans le Donc ça, vous fameux- n'avez pas changé. Dans le fameux kaléidoscope. Ouais. Mais on avait bien senti également que c'était une défaite de la Maison du Cygne. Et on s'est dit, mais avec l'amour, tout va changer. Il est repris en main par la fille du maître, qui était un cygne. Mais c'était trop rapidement dit ou effleuré. Bon. En tout cas, cette fois-ci, c'est un peu plus senti, je crois. Qu'est-ce que tu dis? C'est un peu plus senti cette fois-ci. Oui. Oui. On a quand même retravaillé aussi quand ils redeviennent dans la ville, qu'ils réintègrent leur... Là, on a un peu plus élaboré le phénomène de réintégrer, que Passé réintègre François. On a beaucoup plus travaillé là-dessus également, me semble-t-il. C'est vrai que ça m'a plus frappé que la Ouais. première lecture. Ouais. Oui. Le mot de la fin? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Au revoir. C'est ça. Tu t'es pas foulé là. Merci. Merci beaucoup. Merci, tu es un éditeur formidable. À part... Non, on avait dit quoi? Coupe.